Une transformation chimique, c'est quand des espèces chimiques réagissent entre elles pour former d'autres espèces chimiques. Une transformation chimique simple, c'est par exemple la combustion du carbone. Le fameux C plus O2 donne CO2. On distingue deux types d'espèces chimiques dans une transformation chimique, les réactifs qui sont les espèces chimiques présentes au début et les produits qui sont les espèces chimiques présentes à la fin. Dans notre équation C plus O2 donne CO2, les réactifs sont C et O2 et les produits, il n'y en a qu'un, c'est CO2. Lors d'une transformation chimique, les atomes des réactifs vont se mélanger et se réarranger pour former les produits. Si on reprend C plus O2 donne CO2, on voit que le C, c'est juste une bille de carbone, O2, c'est deux billes d'oxygène collées ensemble. Lors de la transformation chimique, que va-t-il se passer? Eh bien, sous l'effet de la chaleur, les deux billes d'oxygène vont se séparer, et ça va laisser de la place pour la bille de carbone pour qu'elle aille se glisser entre les deux, et ça va former une molécule de dioxyde de carbone. On écrit une réaction chimique sous la forme réactif 1 plus réactif 2 plus réactif 3 plus autant qu'il y en a donne produit 1 plus produit 2 plus produit 3 plus autant qu'il y en a. D'accord? Ça peut être très simple comme C plus O2 donne CO2, ça peut être un petit peu plus compliqué, et ça peut être encore plus compliqué quand parfois on a besoin de rajouter des petits coefficients devant. On va expliquer dans la suite pourquoi on a besoin de faire ça. Premier exemple, le méthane brûle grâce au dioxygène pour former de l'eau et du dioxyde de carbone. Les réactifs sont donc le méthane et le dioxygène, les produits, le dioxyde de carbone et l'eau. Si on met ça en équation, ça nous donne méthane plus dioxygène donne eau plus dioxyde de carbone. On va maintenant remplacer chacun des mots par la formule chimique. Le méthane, sa formule chimique c'est CH4, le dioxygène O2, l'eau H2O, le dioxyde de carbone CO2. On remet tout ça en forme, voilà ce que ça donne. Bon, maintenant on va compter les atomes de chaque type de chaque côté. CH4, donc C, il y en a un, H4, il y a 4 H, O2, il y a 2 atomes O. On va les voir de l'autre côté. Dans CO2, on a un carbone, dans H2O, on a 2 H, dans H2O, on a aussi un O, et dans CO2, on a aussi 2 O, donc 2 plus 1 égale 3 oxygènes. Bon, on voit que c'est déséquilibré, on n'a pas le même nombre d'atomes de chaque type de chaque côté. Ça, c'est embêtant, parce que on connaît tous la phrase célèbre de Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ce qu'on peut traduire différemment comme étant le fait que la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Lavoisier, s'il a révolutionné la chimie, c'est parce qu'il a fait des mesures avec une balance. Regardons un peu notre équation, elle n'est pas équilibrée, il n'y a pas le même nombre d'atomes de chaque type de chaque côté, la masse des réactifs n'est pas égale à la masse des produits. Alors comment on va faire pour changer ça? Il ne faut pas oublier que la chimie, c'est de la cuisine. Ça marche comme de la cuisine. Quand on fait la cuisine, on a des ingrédients, par exemple du beurre, du sucre et de la farine, mais on n'a pas que ça. On a aussi les proportions, c'est-à-dire la masse de chacun des ingrédients. Si on ne vous dit pas la quantité de beurre, la quantité de sucre, la quantité de farine qu'il faut, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc on est obligé de vous proposer les proportions en chacun des ingrédients. Du coup, les proportions, nous, on va être capable de les trouver. Comment on va être capable de les trouver? On sait que la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. C'est Lavoisier qui nous a dit ça. Donc on va s'arranger pour que ce soit le cas. Regardons un peu ce qu'on a ici à gauche. On a un carbone à gauche, un carbone à droite. Bon, ça, on n'y touche pas. L'hydrogène, on en a 4 à gauche, 2 à droite. Là, il va falloir faire quelque chose. Ça veut donc dire qu'à droite, on ne peut pas en avoir que 2. On doit en avoir 4. Ça veut dire qu'on n'a pas fabriqué une molécule d'eau, mais 2. On a fabriqué 2 molécules d'eau. Si on a fabriqué 2 molécules d'eau, du coup on n'a plus 2 hydrogènes, mais 4, mais ça change autre chose. Dans la molécule d'eau H2O, il y a de l'hydrogène, ok, mais il y a aussi des atomes O. Donc maintenant, on n'en a plus 1, mais 2. Il y en a 2 aussi dans le dioxyde de carbone, donc ça veut dire que de l'oxygène en tout, on n'en a plus 3, mais 4. Combien avons-nous d'oxygène à gauche? On en a 2. Ça veut dire que du dioxygène, on n'en a pas utilisé une molécule, mais 2. Et là, c'est parfaitement équilibré. La masse des réactifs est maintenant égale à la masse des produits. Lavoisier vérifie, et apparemment, Lavoisier est content. On retiendra que ajuster une équation de réaction, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait le même nombre d'atomes de chaque type de chaque côté. Pour cela, on va ajouter des coefficients stoichiométriques devant les réactifs ou les produits pour que la masse des réactifs soit égale à la masse des produits. Alors, la stoichiométrie, c'est la science des proportions. D'accord? On parle de coefficients stoichiométriques, c'est les coefficients qui vont donner les proportions. N'ayez pas peur de ce mot un peu barbare.
Quand vous faites de la cuisine, si vous mettez 100 g de beurre, 50 g de farine et 20 g de sucre dans votre gâteau, vous faites de la stoichiométrie. D'accord? Donc si quelqu'un vient vous embêter pendant que vous faites un gâteau, vous faites chut, chut, je suis en train de faire de la stoichiométrie, on m'embête pas s'il vous plaît. Deuxième exemple, l'acide chlorhydrique H++ Cl- attaque le fer pour donner des ions Fer2, Fe2+, et du dihydrogène H2. Les réactifs sont donc l'acide chlorhydrique et le fer, le produit, les ions Fer2 et le dihydrogène. L'équation nous donne acide chlorhydrique plus fer donne ion Fer2 plus dihydrogène. Voilà l'équation. On compte les atomes de chaque type de chaque côté, un H, un Cl, un fer. C'est pas dur. De l'autre côté, 2H, 0 Cl et 1 fer. Ah, alors là, on se pose la question. Où est passé le chlore? Il s'est transformé en H? Attention, Lavoisier nous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc le chlore n'a pas pu être perdu et le H n'a pas pu être créé par le chlore. C'est pas possible. Donc en fait, il faut voir les choses un petit peu différemment. En fait, les ions Cl- n'interviennent pas dans la réaction. Ils sont juste là pour que la solution soit neutre. On dira que ce sont des ions spectateurs. Ils regardent, mais ils ne participent pas. Du coup, on les enlève de l'équation, vu qu'ils ne sont pas des vrais réactifs, en fait. Ils ne vont pas réagir. En fait, on pourrait les réécrire identiques à la fin, mais ça voudrait dire qu'ils n'ont pas été transformés. Donc en fait, autant pas les mettre, c'est plus simple. Du coup, on les enlève, et comme ça nous simplifie l'équation. Il nous reste simplement H++ plus Fe donne Fe2+, plus H2. Maintenant, on compte les atomes de chaque type de chaque côté. On a un H, un fer à gauche, un fer et 2 H à droite. Du coup, il nous manque un H à gauche. On va mettre simplement un 2 pour équilibrer devant le H+, et voilà, maintenant c'est équilibré. La masse des réactifs est égale à la masse des produits, et Lavoisier est content. Alors le réactif limitant, c'est simplement le réactif qui limite la réaction chimique. Sérieux? Non. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, on n'est pas allé beaucoup plus loin. Donc on peut préciser en disant que c'est celui qui empêche la réaction chimique de continuer. Par exemple, si on place une bougie dans un bocal, au bout d'un moment, la bougie va s'éteindre, alors qu'il va rester de la cire, mais parce qu'il n'y aura plus de dioxygène dans le bocal. Donc dans ce cas-là, le réactif limitant, ce sera le dioxygène. Ok, comment trouver le réactif limitant? Bah justement, c'est ce que je vais vous montrer. Pour faire ça, on va faire des sandwichs au fromage. Sérieux? Non. Ouais, vous allez voir. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment trouver le réactif limitant à partir des conditions initiales, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a au début. Si par exemple, pour faire mon sandwich au fromage, j'ai besoin de 2 tranches de pain, une tranche de fromage, et que j'ai à ma disposition 6 tartines et 4 tranches de fromage. Avec le pain, combien de sandwichs au fromage je peux faire? Je peux en faire 3 parce que j'ai 6 tartines et à chaque fois je consomme 2 tranches de pain pour faire un sandwich. 6 divisé par 2, ça fait 3. Avec le fromage, je consomme une tranche de fromage à chaque fois que je fais un sandwich. J'ai 4 tranches, je peux donc faire 4 sandwichs. Ça, c'est pas compliqué. Dans ce cas-là, on dira que le pain est le réactif limitant, car on peut faire moins de sandwichs avec le pain qu'avec le fromage. Ok? Avec les atomes, les molécules ou les ions, ça sera la même chose qu'avec le pain ou le fromage. La seule différence, c'est que on ne va pas les compter en tartines et en tranches, on va les compter en moles. Je vous rappelle qu'une mole, c'est un paquet qui contient 6,02 x 10 puissance 23 entités chimiques. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Donc, on ne considérera pas des nombres de tartines ou des nombres de tranches, mais des nombres de moles qu'on appelle la quantité de matière. Ok? Donc voilà comment on va procéder. Pour trouver le réactif limitant à partir des conditions initiales, on va diviser la quantité de matière petit n de chaque réactif par son coefficient stoichiométrique. Et le résultat le plus petit nous donnera le réactif limitant. Je vais vous montrer ça sur un exemple. Imaginons cette réaction chimique, 2H++ plus Fe donne Fe2+, plus H2. On a 3 moles de H+, au départ, 2 moles de fer. On applique ce qu'on a dit juste avant, on va diviser la quantité de matière par le coefficient stoichiométrique. Pour H+, la quantité de matière c'est 3, je divise par le coefficient stoichiométrique qui est 2, ça fait 1,5. Le fer, il n'a pas de coefficient stoichiométrique. En chimie, quand il n'y en a pas, c'est sous-entendu 1. Donc je vais faire la même chose, je vais faire 2 moles la quantité de matière divisé par 1, ça fait 2. On trouve que 2 c'est plus grand qu'1,5, du coup on en déduit que H+, ce sera le réactif limitant. D'accord? C'est vraiment exactement la même chose qu'avec les sandwichs au fromage. Avec les sandwichs au fromage, en fait, on l'a fait ce calcul-là, mais sans s'en rendre compte. On avait fait 6, qui était le nombre de tartines, divisé par 2, qui est le coefficient stoichiométrique, c'est le nombre de tartines qu'il faut pour faire un sandwich. On avait trouvé 3. Pour le fromage, on avait 4 tranches, qu'on avait divisé par 1, qui est le nombre de tranches qu'il faut pour faire un sandwich, et 4 divisé par 1, ça faisait 4. On avait trouvé que 4, c'était plus grand que 3, et du coup, on en avait déduit que le pain était le réactif limitant. Donc vraiment, c'est exactement la même chose que les tartines ou les tranches, sauf que en chimie, on utilise des moles. Ok? Alors maintenant, un peu plus facile, comment trouver le réactif limitant à partir de l'état final, c'est-à-dire une fois que la réaction a eu lieu et qu'elle est terminée. C'est un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec la bougie. La bougie, on a vu qu'elle s'était éteinte au bout d'un moment, alors qu'il restait de la cire,
mais si elle s'était éteinte, c'est parce qu'il manquait de dioxygène, donc on en avait déduit que c'était le dioxygène le réactif limitant. Pour nos sandwichs au fromage, une fois que les sandwichs sont faits, on a 3 sandwichs au fromage, il nous reste une tranche de fromage, donc on pourra encore faire des sandwichs avec le fromage, mais comme on n'a plus de pain, ça s'arrête. On ne peut plus faire de sandwich car il n'y a plus de pain, le pain est limitant, c'est à cause de lui que la réaction s'arrête. Donc en fait, c'est une autre manière de définir le réactif limitant. Le réactif limitant est celui qui fait que la réaction chimique s'arrête, il est consommé complètement, il n'y en a plus à la fin. Du coup, si on reprend notre équation, 2H++ plus Fe donne Fe2+, plus H2, et qu'on vous dit qu'à la fin, il n'y a plus de fer. On en déduit que le fer, c'est le réactif limitant. D'accord ? Le réactif limitant, c'est celui qui n'est plus là une fois que la réaction est terminée. Si on vous dit, par exemple, à la fin, il reste des ions H+, bah du coup, vous en déduisez aussi que le fer est limitant. Parce que si il reste un réactif à la fin, ça veut dire que le réactif limitant, c'est l'autre. Tout à l'heure, avec la bougie, on voyait qu'il restait de la cire, mais que c'était fini. Ça voulait dire qu'il n'y avait plus de dioxygène. C'est exactement le même principe. J'y crois pas, le gars, il a vraiment réussi à expliquer un truc de chimie avec des sandwichs au fromage. Et ouais. Une transformation exothermique, c'est quand la chaleur va sortir du corps. Exo comme extérieur. Une transformation endothermique, c'est quand la chaleur va rentrer à l'intérieur du corps. Endo, ça veut dire dedans. Les combustions sont des transformations chimiques exothermiques. Lors d'une combustion, on va récupérer de la chaleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des combustions, c'est pour récupérer de la chaleur. La chaleur sort de l'endroit où on réalise la combustion, donc c'est une réaction exothermique. Dans les autres cas, comment on sait si c'est endo ou exothermique ? Eh bien, il faut utiliser un thermomètre. On n'a pas d'autre choix. Si la température augmente pendant que la réaction est en train de se faire, c'est que la réaction est exothermique. Il y a de la chaleur qui va sortir du milieu réactionnel, donc ça veut dire que la réaction est exothermique. Si à l'inverse, la température diminue pendant que la réaction chimique est en train de se faire, là, la réaction sera endothermique parce que le milieu réactionnel absorbera de l'énergie. On va finir par des petits exercices. Alors, l'acide sulfurique attaque le calcaire pour former du dioxyde de carbone, des ions calcium et de l'eau. Quels sont les réactifs, quels sont les produits, écrire l'équation de la réaction et ajuster l'équation. Alors les réactifs, c'est simplement l'acide sulfurique et le calcaire. Les produits, le dioxyde de carbone, les ions calcium et l'eau. Si on écrit l'équation, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va l'ajuster. Alors, on regarde un petit peu ce qu'il y a. On se rend compte que à gauche, on a du S, du soufre dans SO4 et on n'a pas de soufre à droite dans les produits. Ça veut donc dire que SO4 est un ion spectateur. Du coup, on l'enlève, étant donné qu'il n'y a pas de S de soufre dans les produits. Ça nous simplifie l'équation. Maintenant, on compte le nombre d'atomes de chaque type de chaque côté. À gauche, on a 2 H, 1 Ca, 1 C et 3 O. Et à droite aussi. Bon, en fait, l'équation est déjà ajustée. Il y a quand même des fois où la vie est bien faite. Maintenant, si on prend 2 mols de dihydrogène, H2, qui brûle grâce à 2 mols de dioxygène pour former de l'eau, eh bien, qu'est-ce que ça va donner ? On vous demande quels sont les réactifs, quels sont les produits, écrire l'équation de la réaction, ajuster l'équation, quel est le réactif limitant, est-ce que c'est exo ou endothermique ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Les réactifs, c'est le dihydrogène et le dioxygène. Les produits, il y a simplement de l'eau. L'équation, ça fait H2 plus O2 donne H2O. On va ajuster l'équation. On compte les atomes de chaque type de chaque côté. À gauche, on a 2H, 2O. À droite, on a 2H, un seul O. Bon, on va devoir rajouter du O. Pour ça, on multiplie la molécule d'eau par 2. Ça nous fait maintenant 2O, mais aussi 4H. Or, à gauche, on n'a que 2H. Du coup, on multiplie aussi H2 par 2. Et là, c'est bon, c'est ajusté. Voilà l'équation ajustée. Maintenant, quel est le réactif limitant ? Pour ça, il faut regarder les conditions initiales. Il y a 2 mols de chaque. Ok ? On sait que pour trouver le réactif limitant, on divise la quantité de matière, donc le nombre de moles, par le coefficient. Donc pour H2, ça va nous faire 2 divisé par 2, ça fait 1. Pour O2, il n'y a rien devant, donc le 1 est sous-entendu. Donc on va diviser la quantité de matière par 1. Ça ne change rien, ça fait 2. Donc 2, c'est plus grand que 1. Et donc du coup, le réactif limitant, c'est H2. Dernière question, est-ce que c'est endo ou exothermique ? On nous dit dans l'énoncé que ça brûle. Si ça brûle, c'est une combustion. Lors d'une combustion, la chaleur va sortir de l'endroit où se produit la combustion, donc c'est exothermique. À bientôt vers la chimie et au-delà.